Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Stéphanie Gros, notamment connue pour son rôle d'entraîneur national en triathlon. On est revenu brièvement sur ses débuts et sa carrière en triathlon avant d'aborder longuement sa vision de l'entraînement. Je vous préviens, vous allez encore vous régaler. Bonne écoute. Salut Stéphanie, comment vas-tu aujourd'hui? Salut, ça va bien? Je vois que tu as le sourire, donc ça fait plaisir. Ouais. Un peu jet-lagué, mais ça va, il fait beau. Puis c'est toujours bien de retourner à la maison, donc ça va. En tout cas, je voulais encore une fois te remercier d'avoir accepté le podcast. Ça fait un moment que j'essayais de te contacter, tout ça. Bon, bref, que Ouais. j'étais à l'affût parce que, comme je te le disais avant le podcast, tu es un peu la génération qui n'a pas connu trop les réseaux sociaux, qui n'a pas été trop médiatisée. Euh, le triathlon commençait à se démocratiser, mais c'est pas comme maintenant où n'importe qui fait une compétition, tu as 15 000 photos, tu sais tous ses résultats, même s'il est nul. Et, Ouais. et toi, on sait pas trop. Est-ce que tu peux me partager un peu comment toi, tu découvres le triathlon? Ouais. Moi, j'ai découvert le triathlon par l'intermédiaire de mon père, qui avait pris la direction des sports à la ville de Poissy et a décidé à l'époque, d'un commun accord avec Georges Bellobre, de monter un club, donc à Poissy. Et donc, voilà, sur les week-ends où j'étais en garde avec mon père, on allait sur les triathlons. Donc, j'ai commencé à avoir des triathlons et il m'avait toujours dit, un jour, t'en feras un. À l'époque, j'étais nageuse et j'avoue que les triathlons qui m'emmenaient voir, c'était les Mureaux, enfin des triathlons où je voyais les athlètes ressortir sur des civières gelées. Ça m'attirait pas vraiment, mais bon. Après, on a fait le triathlon de Vars. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des courses vraiment avec des parcours incroyables. Enfin, c'était, j'ai envie de dire, plus sauvage entre guillemets qu'aujourd'hui, où il y a assez des circuits, c'est assez, voilà, faut que ce soit sur des petites boucles. À l'époque, on prenait la voiture, on suivait les athlètes à vélo. Enfin, voilà, c'était beaucoup plus ouvert d'une certaine façon. Et finalement, ça m'a plu. Et puis, en fait, un jour, il m'a inscrit à une épreuve sans me prévenir. J'étais cadette à l'époque. Et en fait, c'était l'épreuve de qualif pour les championnats de France. Et donc, j'ai passé la qualif. Alors, après, j'ai été obligée d'aller au championnat de France. Et voilà. Et après, je me suis prise au jeu et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on dit souvent que quand tu fais pas de la natation jeune, c'est très dur de rattraper ça un peu plus tard, justement en triathlon. Donc toi, tu as vraiment commencé par... est-ce que c'était ton père qui t'a poussé à la natation ou c'était de ta volonté? Non, j'ai commencé à nager, j'avais 6 ans. Ma mère avait été nageuse aussi, ma tante aussi. Donc voilà, il y avait un petit passé nageur dans la famille. Mon père, lui, était plutôt footballeur. Alors bon, voilà, j'ai été orientée plus vers la natation. Je pense aussi que ça allait un petit peu mieux avec mes qualités, parce que footballeuse, ça aurait pas été terrible, je pense. Et donc ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que la natation, c'est un sport de sensation, c'est un sport qui est très technique. Alors au plus on a passé de temps avant dans l'eau, au mieux c'est. Même s'il faut pas oublier de le rappeler, la natation en triathlon, ça reste très atypique. Ce n'est pas du tout la natation en bassin. Donc quand on a nagé en bassin, on arrive avec des atouts, mais il y a encore pas mal à apprendre avant de maîtriser la natation en triathlon. Quand tu t'es fait inscrire à ton premier triathlon un peu à ton insu, est-ce que tu courais, tu faisais déjà du vélo ou pas du tout? C'était un peu la découverte? Alors je faisais pas de vélo, mais je courais. Voilà, je courais très régulièrement pour le plaisir. Le vélo, j'ai fait une sortie vélo avant mon premier triathlon. Voilà. Non. Pareil, mais je dis à ton époque, mais on a presque le même âge, je suis un peu plus jeune, mais pas de beaucoup. Est-ce qu'il y avait beaucoup de filles en triathlon? Parce que là, ça s'est démocratisé, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et est-ce que toi, de ta génération, il y en avait beaucoup? Moi, j'ai commencé, c'est vrai, c'était à l'époque avec l'UNSS, donc dans le milieu scolaire.
Donc oui, il y avait quand même pas mal de filles. Voilà, les championnats UNSS, c'était quand même des championnats où il y avait beaucoup de filles. Il y avait pas vraiment de différence entre filles et garçons. Et puis il y avait des relais par équipe déjà. C'est pour ça aussi qu'il y a une grosse culture du relais en France parce que il y avait les relais donc avec les ligues. Donc on avait l'habitude de se côtoyer entre garçons et filles et voilà, il n'y avait pas vraiment de. Enfin, moi, j'ai jamais ressenti le fait que c'était moins développé chez les filles que chez les garçons. Et est-ce que dès le début, quand tu fais ton premier championnat de France, c'est la distance olympique? Non, c'est la distance sprint. Mais par contre, à la différence de voilà des générations qu'on suivi, euh, sur la catégorie junior, on s'alignait sur le championnat de France fédéral, sur la catégorie sprint et sur la catégorie courte distance. Et donc, à partir de quand tu as fait alors la distance olympique? Ah bah j'ai été championne de France junior sur distance olympique voilà en étant junior donc dès que j'ai pu je me suis alignée sur la distance sur le court distance quoi. Tu avais des sortes de facilités, comme tu faisais de la natation, tu courais un peu. Euh, Est-ce que tu as rapidement eu des résultats et étais dans les meilleurs de ta catégorie? Euh, En fait j'aimais m'entraîner. Voilà. Et voilà, j'aimais y passer du temps. J'étais aussi dans un groupe. C'est vrai que ça, chez les jeunes, ça joue beaucoup. Voilà, à Poissy, on était dans un groupe où on était entre potes et aller s'entraîner, c'était un vrai plaisir. À la fois le plaisir de s'entraîner, mais aussi le plaisir de se retrouver. Et voilà, j'ai été emmenée dans cette espèce d'émulation positive vers cette discipline qui a fait que j'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner et beaucoup de temps à m'entraîner avec des garçons. Et je pense que voilà, ça a fait de moi quelqu'un qui était un peu laborieuse, alors un peu bourrine sur les bords. Après, quand j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ce que j'ai fait en tant qu'athlète, je me suis dit, j'ai quand même fait pas mal de bêtises parce que voilà, toujours le souci d'en faire plus. Et c'est un petit peu le piège dans ces disciplines d'endurance où on a l'impression que au plus on en fera, au mieux on en sera. Je pense qu'à l'époque, voilà, je m'étais pas assez interrogée sur vraiment cette discipline, ce qu'elle demande comme qualité, comment faut gérer sa course, comment faut apprendre à la gérer. Je prenais chaque discipline, natation, vélo, course à pied, et puis je bourrinais dans les trois, quoi. Ça a été une bonne stratégie parce que tu as été pendant longtemps en équipe de France, justement. Ouais, ouais, j'ai fait pas mal d'équipes de France, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais j'ai jamais fait de résultats, de gros résultats sur les championnats internationaux, alors que à l'entraînement, enfin, j'avais l'impression d'y passer du temps et puis pas non plus manquer trop de qualité, mais mais voilà, je suis tombée dans le travers de vouloir trop faire, d'arriver fatiguée sur les courses, avec le recul, c'est un peu frustrant. Après, j'ai à cœur que j'ai eu à cœur que les générations suivantes ne fassent pas la même erreur que moi. Donc, en termes de transmission, c'était pas mal d'avoir fait autant d'erreurs. Mais bon, voilà. Pour ma carrière d'athlète, c'est un peu frustrant quand même. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes ta carrière? La volonté d'avoir un enfant. Ok, ah ouais. Donc, et est-ce que tu penses que tu étais au bout sportivement ou pas? Parce que Oui. t'aurais pu revenir après avoir eu un enfant. Bah, en fait, je pense que d'un coup, j'ai eu un vrai, enfin, tout s'est éclairé sur, quant aux erreurs que j'avais faites. Et je me suis dit, voilà, je peux plus quoi. J'ai plus l'énergie, j'ai plus la force. Euh, voilà, je voulais avoir un enfant, je voulais bosser, et je me suis dit, bah, peut-être que la meilleure chose à faire maintenant, c'est transmettre aux générations futures pour que eux puissent vraiment bah, s'épanouir dans ce sport, pas faire les erreurs que j'ai fait. Et voilà, j'avais envie d'aider les autres, quoi. Alors, je reprends l'article que j'avais bien aimé, une interview de toi sur trims.org, où tu décides de tenter l'aventure à l'étranger en 2003 et où Mm. tu rejoins le groupe d'entraînement de Brett Sutton. Donc, si je comprends bien, t'es parti en Australie. Ouais. Ouais, bah, en fait, lui, le principe, c'est souvent le cas des coachs étrangers comme ça, privés. Faut un peu les suivre. Alors, le tout premier stage que j'ai fait avec lui, c'était en Suisse. Et traditionnellement, l'hiver, bah, c'était en Australie. Donc, voilà, le gros voyage, ça a été de partir en Australie, ouais, le rejoindre. Qu'est-ce qui fait que tu as changé de groupe d'entraînement? Et deuxième question directe, c'est
Dans l'article, on a l'impression que tu as découvert une autre façon de t'entraîner aussi. Ouais, c'est ça. J'avais fait le tour de ce que j'avais pu essayer en France. J'avais bien compris la méthode française et j'étais curieuse de voir bah voilà comment l'entraînement était appréhendé à l'étranger et au-delà de l'entraînement voilà comment les étrangers vivaient leur quotidien, comment les athlètes vivaient leur quotidien. Et ça c'est vrai que ça a été une vraie révélation quand je suis partie là-bas. Est-ce que tu peux m'expliciter ça plus en détail pour me faire un peu rêver? Bah, en fait, bon, déjà, j'ai compris que euh, ça, Brett, il me l'a vite expliqué qu'en fait, l'entraînement, c'est une répétition et si tu cherches à chaque fois à faire ta meilleure séance, bah, tu vas vite prendre le mur. Et comme il m'avait dit, ça, c'est typiquement français, de vouloir à chaque fois battre ses records parce que bah, pour l'athlète, c'est signification que bah, il y a des progrès qui s'installent et que, mais sauf qu'il me dit, en fait, si tu te poses et que tu réfléchis 2 minutes, tu comprends vite que c'est pas possible, quoi. Qu'à un moment, enfin, tu vas pas chaque semaine taper ton record, c'est juste pas possible. Et et du coup, bah, lui, quand on arrive avec lui, le volume d'entraînement est quand même conséquent. L'engagement journalier, il est énorme. Et en plus, ce qui était très difficile pour moi, c'est que moi, j'aime bien savoir où je vais, j'aime bien appréhender, voilà, les choses. Et lui, bah lui, il annonçait les entraînements d'une séance sur l'autre. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de semaine d'entraînement. Alors, comme souvent, on se faisait quand même bien matraquer à l'entraînement, on n'était pas serein en fait. Il y avait une espèce de tension du matin au soir qui ne s'arrêtait jamais finalement parce qu'on avait toujours l'appréhension de ce qu'allait tomber après. Alors ça, c'est quand on était avec lui. Et par contre, quand on n'était pas avec lui, bah, en fait, c'était assez simple. La semaine, c'était toujours la même. On prenait toujours 1 heure de chrono à vélo. On prenait toujours 25 fois 400 sur la piste. Donc, il y avait une espèce de constant qui faisait que, bah, c'est sûr, on risquait pas d'essayer de faire son record chaque semaine parce que c'était juste impossible. Donc ça, c'était la première chose. Je me suis dit, OK, ça, en France, là-dessus, c'est sûr que on est toujours à vouloir faire sa meilleure séance. On se met une pression de dingue, alors qu'en fait, le plus important, c'est d'aligner les heures d'entraînement, voilà, que ce soit quelque chose de construit, de réfléchi et pas chercher à faire sa meilleure parce que la journée d'avant est forcément différente à chaque fois en termes d'entraînement, mais aussi en termes, j'ai envie de dire, de vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus que l'entraînement dans la vie, on a des relations humaines avec les gens, on vit des choses qui peuvent avoir un impact sur nous et on arrive à la séance avec notre bagage de nos problèmes de la veille, de l'avant-veille, etc. Donc, on n'est jamais dans le même état, en fait. Et ça, faut bien l'appréhender. Donc, le tout, c'est de faire sa séance avec, voilà, sa forme du jour, sa fatigue, etc. Et puis, de pas se décourager et de travailler, de construire les choses. Ça, c'est le truc, l'élément majeur que j'ai appris là-bas. Et après, l'autre chose, ça a été qu'en France, on vit au rythme de nos repas. Et ça, c'est un vrai problème quand on s'entraîne. C'est-à-dire que nous, il y a forcément 3 repas par jour, et puis c'est forcément l'heure du midi, l'heure du soir, le matin. Alors que là-bas, en fait, ça se passe pas comme ça. On s'assoit pas à chaque fois, on met pas à chaque fois une grande tablée. Voilà, on s'impose pas de passer un temps à table. On mange quand on a faim, et surtout, en fait, la base, c'est que la journée s'organise autour des entraînements, et on mange en fonction des entraînements. Voilà. Donc, Alors, ça veut dire que tu mangeais debout comme ça, des collations bah, ça veut dire que le matin, la première séance du matin, elle était souvent à 7 heures. Et puis, comme on devait y aller en vélo, on avait une demi-heure de vélo. Donc, on décollait, il était 6h30. Bon, bah, on se levait à 5h30. On prenait un petit déjeuner, une petite collation, en fait, voilà, avant de partir. Et puis, on faisait un déjeuner un petit peu plus conséquent au retour de la première séance. Voilà, en fait, le rythme, c'était on s'entraîne, enfin, on mange, on s'entraîne, on rentre, on mange, on dort, on s'entraîne, et puis voilà, et la journée, elle s'organise comme ça, quoi. et est-ce que cette façon de manger différente, tu vois, moins organisée, tu arrivais quand même à être en forme? Tu sais, aujourd'hui, on est souvent alerté par le fait que beaucoup de triathlètes mangent pas assez. Est-ce que toi, tu arrivais justement à manger assez avec toutes ces petites collations autour de l'entraînement? Oui, 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 parce qu'en fait, du coup, on mange plus souvent dans la journée. En fait, c'est pas 3 repas, c'est on mange plus souvent, et du coup, on organise les repas en fonction des entraînements, donc il y a une vraie cohérence.
Alors que souvent, on se dit, bon, bah, j'ai fait mon repas du midi, je vais rouler à 15 heures. Bon, bah, c'est bon, je peux partir avec rien dans les poches, il n'y a pas de problème. Je vais aller rouler, ça va bien se passer. Bah non, ça va pas bien se passer, forcément. Parce que le repas est remonté il y a 3 heures. Et puis, euh, il faut aussi apprendre à manger en s'entraînant. Enfin, voilà, il y a toute. En fait, c'est comme si là-bas, j'avais été mise face à toutes les incohérences de ce que je pouvais faire au quotidien. Mais sans même qu'on me les explique, je les prenais en pleine tête, quoi. Je me disais, mais oui, mais c'est complètement stupide de faire comme ça, en fait. C'est juste logique de faire autrement. C'est Il se fait c'est- c'est- sortir un peu de ses croyances, de sa culture aussi, etc., quoi. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'avais interviewé Hugo Burek en équipe de France d'aviron. Et Mm. justement, depuis qu'il y a le nouveau directeur de la performance, Grobler, c'est ce qu'ils font justement plein de petites collations. Alors qu'avant, ils avaient leur gros repas, tout ça. Et là, comme ils s'entraînent un peu toute la journée, le volume a augmenté. Ouais. Et ben, ils font plein de petites collations en fait. Exactement ça. Mm. Donc, mais sauf que toi, c'était il y a presque 20 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a mis un peu de temps à arriver, mais c'est arrivé dans certains sports en tout cas. Ouais. Euh, je reviens sur ce que tu as dit sur l'entraînement, où c'est vrai que on a tendance, et moi également, à vouloir toujours battre son record à chaque séance ou presque. Toi, tu étais issu de cette méthodologie-là, de cet état d'esprit, et donc tu arrives en Australie, et tu vois bien que tu peux pas battre ton record à chaque fois. Comment tu le vis psychologiquement? Comment tu te dis que malgré tout, tu vas quand même progresser, alors que tu forces plus à fond à chaque entraînement? Bah, parce que, par contre, il y a une vraie régularité. Et c'était dur ce qu'on faisait. Ça restait dur. Mais c'était dur dans le sens où ça s'arrêtait jamais. J'ai fait 6 semaines d'entraînement sans prendre une demi-journée de repos, enfin voilà, sans relâcher. Je me disais, waouh. Mais voilà, en fait, il y a une construction du volume. Euh, et bon, c'est sûr que quand on en est à faire autant d'entraînement, on peut pas pousser la machine autant. Donc les choses se régulent d'elles-mêmes et on comprend en fait au fur et à mesure pourquoi on le fait comme ça. Et surtout, je me souviens que après, quand j'arrivais sur les lignes de départ, mais il y a rien qui me faisait peur parce que je me disais avec ce que je fais à l'entraînement, avec ce que j'ai compris là, mais forcément, je savais ce que faisaient les autres, donc je me disais, mais t'as pas à avoir peur. Donc, j'arrivais beaucoup plus détendue sur les courses, en fait. Souvent, tu sais, quand on force un peu à chaque séance, c'est pour se rassurer quand on fait qu'on progresse. Ouais. Est-ce que toi, justement, à cette époque, t'entraînais avec cette méthode un peu australienne, comment tu savais si tu progressais, à part sur la compétition où tu pouvais faire un meilleur temps ou une meilleure place? Bah, parce qu'en fait, je voyais que j'arrivais à assimiler les journées, les unes derrière les autres, et que j'avais jamais fait ça avant. Donc, forcément, il se passait quelque chose. Et puis, bon, à l'époque, quand on arrivait dans le groupe de Brett Sutton, il y avait les meilleures mondiales. Donc moi, je me retrouvais avec Emma Snowsill, je la voyais faire, je me disais, bah forcément, si tu vas plus vite qu'elle à l'entraînement, il y a peut-être un problème. C'est peut-être que voilà, tu vas trop vite, quoi. Donc je regardais, je les observais aussi. Ça me fait penser, tu sais, un peu pareil, c'est la mode du moment. On parle beaucoup des Norvégiens et de la régulation de leur intensité, euh, des tests physio, tout s'est démocratisé un petit peu pour le pire ou le moins bien, je sais pas trop. Euh, Comment s'était régulé l'intensité alors à ce moment-là? Parce que tu dis la meilleure des meilleures va plus vite, donc je vais un peu moins vite. Ou est-ce que tu utilises un quart de fréquence mètre, quelque chose? Ou c'est vraiment, j'ai envie de dire, de ce que je comprends, plus à la sensation justement, le fait d'enchaîner? Ouais, en fait, ça c'était assez surprenant. Lui, c'était tout à la sensation et en fait, du nombre de répétitions, tu devais comprendre bah, l'intensité que tu devais mettre. Forcément, quand tu faisais 25 fois 400 sur la piste, tu doutais que si tu partais un peu fort, ça allait pas le faire. Donc voilà, et puis il nous donnait aussi des fourchettes d'allure. C'est-à-dire que il nous disait, bah, par exemple, quand il y en a 25, il y en a 15 que tu fais à telle allure. Si après tu viens de jouer un peu, tu joues un peu, mais il nous fixait les limites, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Et est-ce que pendant ces 2 ans, justement, tu as explosé en termes de perf? Euh, j'ai eu un accident de vélo. Je pense que j'avais vraiment progressé et l'échéance comment, majeure, donc la qualif pour Athènes arrivée. Et j'ai eu un accident de vélo sur la dernière sortie que j'ai fait. D'ailleurs, à l'époque avec Walton, je me souviens, on était partis à 2 filles et puis 2 garçons. Et donc, on avait 4 heures de vélo à faire et
on avait fini la sortie un peu fort et j'étais vraiment, enfin, je me sentais mais forte comme jamais. Et là, en fait, sur une grande ligne droite, on était en faux plat descendant et j'étais dans la roue de Craig Walton. Et il y a une voiture, elle nous a coupé la route, on était en Espagne. Et lui, il a freiné. Alors forcément, je sais pas si tu te souviens du gabarit de Craig Walton, je peux dire quand il freinait, bah ça bougeait pas. Sauf que moi derrière, ouais, j'ai pris sa roue, j'ai volé et je me suis massacrée parce que je suis tombée vraiment fort sur le côté. Et alors j'ai pris un bon pet au niveau de la jambe et en plus j'ai au niveau nerveux comme j'étais, je pense, voilà sur la courbe de forme bien en haut. Ah bah là derrière j'ai pris un éclat. Je m'en suis pas relevée quoi. Donc ça aussi ça a été un déclencheur qui m'a dit bon c'est bon on arrête. Bon je me suis fait opérer derrière, j'ai essayé de revenir. Mais ça m'a pas aidé. Voilà, je me suis dit, c'est bon, faut que j'arrête, faut que je passe à autre chose, quoi. Mais Par la... bon, Vas-y, Stéphanie. ouais, mais bon, voilà, j'aurais aimé savoir comment ça se passait. Mais à un moment donné, quand il y a trop de choses qui se mettent en travers de votre route, enfin, moi, j'avais pratiquement 30 ans. Là, je me disais, bah, c'est bon, on va arrêter, quoi. Ouais, j'ai tendance à penser comme toi. Les choses s'alignent ou ne s'alignent pas. Et il y a des petits signes qui font que par la suite, tu deviens directement entraîneur, de ce que j'ai pu lire dans l'article, et notamment d'une des meilleures mondiales. Mm. Comment ça se fait tu sais, du jour au lendemain, tu es parachuté entraîneur d'une Mm. des meilleures mondiales, c'est énorme. Bah, en fait, donc à l'époque, je courais à Poissy et j'avais comme partenaire d'entraînement Jessica Harrison. Et donc, voilà, j'avais fait une licence STAPS. Je commençais quand même à me dire, bon, il va falloir quand même que j'enclenche au niveau professionnel parce que, bon, c'est sympa le triathlon, mais bon, je pense que je vais pas en faire une énorme carrière. Donc, j'ai peut-être intérêt à me secouer. Et Pascal Choisel, qui était mon entraîneur à l'époque, enfin, qui avait été mon entraîneur, me dit, bah, passe le professorat de sport. Voilà, tu bosseras à la Fédé, machin. Enfin, tu pourras postuler pour demander un poste à la Fédé. Je pense qu'il y en a un sur le prochain concours, etc. Donc, je me suis inscrite à la formation de Montpellier, qui était entre autres, comment dirigée par Pierre Salamé, ancien coach de Tony Stanguet. Et puis voilà, je me suis dit, allez, je vais le tenter. Je vais tenter le concours en externe et j'ai eu le concours. Et là, la DTN de l'époque, Patricia Costantini, m'a proposé un poste d'entraîneur sur le pôle de Montpellier. Voilà, et j'ai commencé comme ça. Et là, Jessica, dans la foulée, m'a dit qu'elle voulait se faire naturaliser française et m'a demandé si je voudrais l'entraîner pour les Jeux de Pékin. Je dis, bah, les feux. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Avant de dérouler ça, tu disais qu'il fallait que tu penses un peu à ton avenir. Est-ce qu'à dans ta génération, on pouvait vivre du triathlon? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Enfin, on a un set Oui, extérieur qui peuvent en vivre. Est-ce que toi, on peut dire que tu étais triathlète de haut niveau, mais triathlète professionnel aussi? bah, on en vivait, mais bon, c'était pas comme maintenant. Il y avait pas autant de partenaires. Donc, en fait, on avait souvent un club et puis c'est les primes de course qui nous faisaient vivre. Donc, ça restait quand même précaire. Voilà. Moi, j'étais à l'armée, donc j'étais soutenue. Enfin, j'avais signé un contrat à l'armée. J'avais été soutenue par l'armée pendant 3 ans. Mais voilà, c'était pas. Enfin, moi, de toute façon, j'avais le souci quand même d'avoir un après triathlon et et voilà, d'avoir une profession. Et je voulais pas prendre le risque de m'y mettre trop tard. Comment ça se passe alors avec Jessica? Bah, avec Jessica, ça se passe super bien. Donc au début, je m'occupais donc je suis arrivée sur le pôle, j'ai pris en charge la partie natation de l'entraînement pour l'ensemble du groupe. Je travaillais en collaboration à l'époque avec un intervenant, voilà, qui était spécialiste natation que le pôle avait sollicité. Et puis bon, parallèlement à ça, je m'occupais de l'entraînement de Jessica. Au début, elle avait un entraîneur course à pied parce que forcément, on était copines et on s'entraidait sur les courses. Mais moi, je commençais, hein, j'avais pas, voilà, en tant qu'entraîneur, j'avais pas trop d'expérience, j'en ai même pas du tout. Donc, j'avais, voilà, le recul sur ce que moi on m'avait fait faire, ça m'avait pas mal fait réfléchir, tout ce que j'avais vécu à la fin de ma carrière professionnelle, mais euh, mais pas plus de bagages que ça. Donc, au début, elle m'a pas donné la course à pied à gérer, je gérais le vélo et puis la natation. Et puis, au bout d'un an, elle m'a dit, allez, je préfère que tu gères tout. Et donc voilà, et on s'est lancé dans l'aventure pour Pékin. Et toutes les deux, on a un peu des filles de défi, donc c'était cool parce que on était vraiment embarqués dans le bateau toutes les deux et on était à fond.
En plus, le fait d'être amis, enfin, il y avait une grosse complicité. Donc, pour moi, pour commencer, c'était top. Vous avez été chez quel résultat? Eh ben, elle fait neuvième aux Jeux de Londres. Donc, elle fait 12 à ses premiers Jeux de Tokyo, à Pékin. Et ensuite, elle fait l'Olympiade d'après, elle fait 9 à Londres, chez elle. Donc, c'était symbolique en Grande-Bretagne. Parallèlement, j'imagine que tu as d'autres athlètes que tu entraînes donc au pôle? Oui, j'ai aussi entraîné quelques garçons qui étaient sur le pôle. J'avais failli aussi, Pierre Dorez m'avait demandé de l'entraîner. Et à l'époque, il montait Zérode et je me souviens, il venait d'être papa et donc il m'avait fait la demande et j'avais demandé à le voir et je lui avais dit, tu sais Pierre, là je pense que tu viens d'être papa, tu montes ta société, tu veux t'entraîner en plus, tu devrais peut-être prioriser. Enfin, voilà, je veux pas te dissuader de continuer, mais à mon avis, voilà, mais l'énergie où il faut en ce moment, ça va être sur ta boîte. Va à fond là-dessus et ne te disperse pas trop. Donc voilà, donc j'ai accompagné quelques garçons comme ça. Ouais. Alors, je reviens encore sur l'article pour moi qui était vraiment super. On a l'impression, euh, quel que soit le sport, que l'émulation collective, s'entraîner ensemble fait progresser. Euh, dans l'interview, tu dis que chaque athlète a son propre programme en fonction bah, de sa psychologie, de sa physiologie, de comment tu le connais, tout ça. Euh, Est-ce que malgré tout, il y a des séances communes, mais des séances communes où finalement chacun suit la vitesse de l'autre? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu arrives à organiser un groupe d'entraînement finalement où chacun a son entraînement? Parce qu'on a l'impression que dans beaucoup d'activités, tu as beaucoup de gens, ils font une séance trop rapidement. Tu vois, ils auraient voulu suivre la championne du monde à l'entraînement. Ils n'auraient pas accepté d'être à leur vitesse. Comment tu arrives à mettre en place un groupe d'entraînement qui est malgré tout soudé, qui se tire vers le haut et qui crame pas tout le monde? Bah après, je pense que le plus important, c'est quand on propose un entraînement, c'est le sens qu'on donne à ce qu'on propose et que l'athlète le cerne bien. Euh, Moi, j'utilisais le groupe pour créer une dynamique dans les entraînements qui servent à tout le monde. Mais après, à l'intérieur de la séance, chacun avait des objectifs à travailler qui étaient directement liés à, bah voilà, les faiblesses qu'il fallait essayer de corriger. Donc en fait, ils font tous la séance, mais ils ont chacun un objectif individuel. Donc ça, déjà, je pense que c'est important. Après, moi, à l'époque, c'est vrai que je m'étais lancé un sacré défi parce que mettre euh, toutes les filles, enfin voilà, à l'époque, c'était les meilleures filles au niveau national ensemble et les faire collaborer, c'est pas évident parce que voilà, faut faire attention au temps qu'on donne à l'une par rapport à l'autre, etc. Enfin, c'est toujours les filles, c'est hyper sensible, donc bon, faut être hyper vigilante à ça. Ça a été un vrai défi, mais il y a eu vraiment des grosses perfs quand sont ressorties. Donc, j'étais contente. Et comme je leur ai dit, en fait, quand vous arrivez sur les courses, que vous vous entraînez ensemble, ça doit être une force pour vous parce que c'est comme si vous arrivez en groupe, quoi. Vous n'êtes pas seul. Voilà, vous savez que il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, que vous connaissez, et c'est beaucoup plus rassurant que d'arriver sur une course en étant complètement isolé. Ouais, je vois, donc c'est le groupe en termes d'organisation, en termes de psychologie, on va dire humain, mais après chacun a sa séance. Donc quand tu faisais j'ai une connerie exprès, mais tout le monde a 25 fois 400 mètres, mais chacun va le faire à son allure. Et s'il y en a un qui s'accroche à une allure qui n'est pas la sienne, Ouais, après, il y a des groupes. Le tout, c'est de faire deux groupes. Et puis, après, il faut aussi être vigilante à ce que il y ait pas de. Il y a des moments où le groupe, je le scindais. Et puis, je mettais d'autres personnes, j'ajoutais d'autres personnes pour créer l'émulation dans les sous-groupes. Parce que ce qui peut faire mal, c'est le fait de se comparer sur certaines fois. C'est-à-dire que bon voilà, il y en a bon bah elles sont peut-être moins fortes en natation par rapport à d'autres moins fortes en course à pied ça la hiérarchie chez les filles c'est quelque chose quoi. C'est-à-dire que normalement il y a une hiérarchie qui est établie et dès que la hiérarchie elle est un peu bousculée, ça peut vite devenir le bazar. Donc ça faut faire attention parce que quand on sent que voilà, il y en a qui commencent un petit peu à déplacer le curseur, bah faut faire attention que ça déstabilise pas les autres. Donc faut essayer d'organiser les entraînements de manière à ce que qu'elles ne le sentent pas trop et ce que ça déstabilise pas parce que le but c'est pas d'en faire progresser une et puis d'en déstabiliser une autre.
Donc, fallait vraiment jouer avec ça. Et c'est pour ça que sur toute cette période, j'ai travaillé avec un collègue, avec Pascal, sur l'organisation des séances parce que j'hésitais pas à scinder les séances. Et alors, c'est pas confort au niveau de l'organisation des journées, mais au niveau de voilà de la qualité des séances, c'était important. Ah, je vois, c'est tout un schmilblick vraiment à Ouais, anticiper, hyper ouais. compliqué, quoi. Comment ça se passe quand toi, tu reviens justement en France entraîner, alors que tu as découvert une autre méthode d'entraînement? Est-ce que tu arrives, entre guillemets, à pas imposer, mais à dérouler ce que tu penses devoir être l'entraînement? Ou tu vois, tu as des réticences, ou on te bloque, on dit, bah non, mais nous, on veut y aller à fond, tu vois? Bah, en fait, par exemple, quand Jess, elle travaillait avec son coach en course à pied, bah, moi, je lui faisais faire les séances que lui, il lui envoyait. Et bah, clairement, les séances, elles étaient beaucoup trop rapides et elle n'arrivait pas à les passer. Donc, bon, au début, je disais rien. Je lui dis, enfin, même, j'essayais de tourner le truc pour que ça passe quand même, surtout pour elle qui avait clairement un besoin de gagner de la confiance sur la partie course à pied. Et puis, bon, à la fin, elle s'est bien rendue compte que les séances qu'il lui filait, parce qu'en plus, il lui envoyait à elle, elles étaient infaisables parce que beaucoup trop rapides pour elle. Et du coup, à chaque fois, elle arrivait la boule au ventre sur ces séances. Et le fait d'avoir complètement dû avoir proposé autre chose, une autre façon de travailler, et que finalement, elle qui était perçue comme la fille qui ne courait pas, bah, progresse. Et puis à l'époque, je me souviens, les filles, il fallait courir à 17 à l'heure pour être dans les meilleures mondiales sur le circuit international. Et quand elle a commencé à courir à 18 à l'heure pour la première fois sur l'étape d'Hambourg, ah bah là, là, ça y est, quoi. Là, bah elle s'est dit c'est bon, on a compris la méthode, on la tient. Et puis bah ça a interrogé un petit peu les gens autour, quoi, forcément. Et bon après, de toute façon, quand on voit l'évolution de l'entraînement aujourd'hui, et puis c'est pas fini parce que forcément les athlètes évoluent, les courses évoluent, et ce qui aurait de pire, c'est de s'enfermer dans une méthode d'entraînement. Aujourd'hui, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit des tests à l'effort qui sont démocratisés, des tests lactate, et on parle de puissance critique, on parle de plein d'indicateurs. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as, j'imagine, fait utiliser ou utiliser? Et est-ce qu'il y en a que tu retiens ou d'autres que tu as, ou finalement, tu reviens toujours aux sensations et à une allure et c'est parti? Non, 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 j'ai travaillé avec les tests. Moi, à l'époque, Jess passait des tests physio qui nous permettaient de voir comment ça évoluait. Bon, après, euh, comment moi, je suis très attachée à observer ce qui se passe en course, essayer de comprendre ce qui se passe et essayer d'avoir un coup d'avance sur bah, la lecture qu'on a de la course et du coup ce qu'il faut arriver à faire à l'entraînement. Et il y a l'entraînement, mais aujourd'hui, voilà, dans le rôle qui est le mien, de responsable de collectif, j'essaye vraiment d'attirer l'attention des athlètes sur oui, il y a l'entraînement, mais tout le monde s'entraîne bien. Tout le monde aujourd'hui a des capteurs, enfin, des capteurs de puissance, a des voilà, capteurs de fréquence cardiaque, travaille avec les différentes zones. Ça y est, ça, tout le monde le fait. Et par contre, autour de ça, il y a beaucoup de choses à faire qui sont déterminants dans la performance. Bien manger, bien récupérer, comment je mange, quand je mange, qu'est-ce que je mange. Bon bah ça c'est peut-être un petit peu moins. Voilà, pour moi c'est l'étape d'après en fait. Aujourd'hui, au niveau de l'entraînement, tout le monde s'entraîne bien. Après, bon, il y en a qui ont un peu la main lourde et à l'approche des événements, le piège, ça peut être bah, de trop en faire, de vouloir se rassurer. Alors bon, que l'entraîneur veuille se rassurer et du coup, il en met peut-être une de trop. Et voilà, après, c'est un dosage et ça, au fur et à mesure de la carrière de l'athlète, l'athlète, il apprend à se connaître, l'entraîneur apprend à connaître l'athlète et ça, normalement, c'est des erreurs qui sont gommées. Donc, après, il faut aller chercher ailleurs, quoi. Et justement, tiens, sur l'alimentation, parce que je vois beaucoup de choses passer sur les longues distances, mais sur des distances olympiques, tu t'alimentes aussi? Ouais, de plus Tu... en plus. et- Alors, pas tous et pas tous de la même manière, mais ça y est, c'est quelque chose qui rentre un petit peu dans la tête des athlètes. Mais alors, je pense que le 73 a aidé parce que comme il y en a qui sont passés par le 73, bon, bah, ils ont compris l'intérêt de s'alimenter en course.
et ils ont senti la différence. C'est vrai que sur l'épreuve courte distance, je sens que là, ça y est, ça vient. Mais c'est pas évident parce que il y a tellement de choses installées depuis toujours, et puis il y a toujours la peur de ne pas digérer, de savoir comment on va arriver à assimiler ces gels. Puis est-ce qu'on prend des gels ou est-ce qu'on prend autre chose? Qu'est-ce qu'on met dans le bidon? C'est tout un travail, c'est sûr, c'est tout un travail. Mais pour moi, c'est déterminant. Comme j'explique aux athlètes, souvent ils prennent leur repas 4 heures avant la course. Leur course, elle dure 2 heures. Bon, déjà, comme je leur dis, à quel moment vous faites un entraînement en ayant fait votre dernier repas 4 heures avant? Jamais. Et vous allez faire une course qui va durer environ 2 heures où vous allez y aller, hein, bien envoyé. Donc en fait, quand vous finissez votre course, votre dernier repas il remonte à 6 heures. Enfin, vous imaginez dans quel état est votre corps, et souvent en plus ça se joue à la fin maintenant au très haut niveau international, hein. La course, les derniers tours à pied sont déterminants. Déjà quand on pose le vélo, ça commence à s'intensifier, mais en plus à l'intérieur de la course à pied, ça s'intensifie au fur et à mesure. Donc forcément, après, c'est comme le reste. Quand on se pose et qu'on réfléchit au truc, on se dit, ah bah oui, forcément, là, il y aura une différence entre ceux qui s'alimentent et ceux qui ne s'alimentent pas bien. C'est drôle ce que tu dis. Moi, je suis toujours surpris aussi de voir qu'on a du mal à être cohérent et à être logique. Moi, tout ce que tu dis, c'est normal de s'alimenter pendant l'effort, mais il y en a qui vont pas s'alimenter. Et Mm. alors que pourtant, alors je sais pas si c'était des têtes de l'équipe de France, mais comment ça se fait qu'ils veulent pas s'alimenter, tu vois? Comment ça se fait qu'ils sont pas prêts à changer l'habitude ou comment toi tu vois ça? Comment tu Bah parce que l'expliquerais? l'inconnu fait peur. Donc en fait, on s'alimentait en course. Bon bah ok, mais donc faut le tester. Ok, alors on le teste à l'entraînement. Ouais, mais l'entraînement, ça reste l'entraînement. Le jour de la course, il y a du stress, il y a ci, il y a mi. Donc est-ce que là, ça va quand même passer? Enfin voilà, faut un peu se jeter à l'eau aussi avec ça, parce que c'est un peu nouveau. Il y a aussi ce que j'ai l'impression de voir, en tout cas sur les triathlètes qui font des vidéos, comme ils s'entraînent beaucoup, des fois j'ai l'impression que sur l'alimentation, il y a un peu je vais appeler ça des excès, tu vois, un peu de la malbouffe. Et je suis surpris de ça aussi. Je me dis, mais tu veux être champion olympique ou quoi? Et je m'attends toujours, c'est peut-être, j'ai une vision idéaliste, mais tu as une alimentation vraiment hyper carrée. Et je suis un peu surpris de ça. Est-ce que tu as un avis aussi là-dessus? Euh, Ça, c'est pareil. Je trouve que ça se régule. Ça se régule vraiment chez les athlètes. Alors après, c'est sûr qu'on fait un sport tellement difficile que et on connaît le plaisir voilà de manger et de se faire plaisir dans l'assiette, que bah voilà, post-course souvent c'est lâchage quoi. Faut y aller parce que c'est un réconfort. Mais en tout cas, avant la course, je trouve que c'est vraiment mieux géré. Ouais, ouais. Euh, je continue sur l'entraînement. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais utiliser des indicateurs justement durant les séances, du moins quand t'entraînais à fond? Est-ce que tu leur disais telle fréquence cardiaque pour être dans telle zone? Parce que tout à l'heure, tu parlais par exemple d'une sortie de 4 heures, donc j'imagine qu'il y a aussi des séances entre guillemets faciles qu'on a du mal à imaginer parce qu'on se dit en tant que Français, il n'y a pas de séance facile. Qu'est-ce que tu utilises comme indicateur? Oui, oui, nous on travaille avec les différents seuils. Donc dans la construction des séances, j'expliquais voilà à quel seuil elles devaient être, quelle puissance à vélo, quelle vitesse à pied. Mais je jouais aussi, j'enfermais pas trop là-dedans. C'est-à-dire que oui, on le contrôlait, mais il y avait aussi des séances où bah là, à l'inverse, c'était tu mets ta montre, tu as ton capteur de puissance, mais tu le regardes pas. En fait, là, c'est tu suis ce qui va se passer. Donc, par exemple, avec un scooter sur une séance vélo, et puis bah, on regardera après ce que ça donne au niveau des puissances ou quoi, parce que le jour de la course, on va pas. Voilà, l'idée, je lui dis, c'est il faut que tu gères au feeling, il faut que tu gères ton énergie pour suivre le rythme sans trop dépenser, notamment sur le vélo. Euh, mais voilà, je sortais aussi de ça de temps en temps. Parce que j'avais toujours le souci que les athlètes se connaissent et qu'ils arrivent à se connaître le mieux possible pour aller vers de l'autonomie. Parce que la course, c'est eux qui la font, on n'est pas avec eux. Et à ce moment-là, il faut qu'ils soient le mieux armés possible pour gérer bah, l'imprévu qui va être provoqué par l'adversaire. Ah, c'est super ce que tu dis parce que ça me fait penser à des podcasts que j'ai pu écouter où ils se demandent si, avec toutes les données maintenant, on ne sait pas d'avance qui va gagner la course, tu vois. Et donc, Ouais. ça me fait mal au cœur quand j'entends ça. Je dis, oh là là, où est-ce qu'on en est arrivé?
Ça me fait mal au cœur. Et ce que tu dis, bah, Non, me il y a de la réconforte. stratégie. Nous, on a un sport quand même où, entre la partie natation, où il y a du drafting, la partie vélo, enfin, il y a du drafting, et puis il y a aussi, voilà, une bouée à aller chercher à 350 mètres, 55 ou 60 gars alignés sur un ponton. Euh, voilà, ça plonge. Ils voient ce qui se passe, mais voilà, ils voient pas l'ensemble de la course. Ils peuvent pas envisager la globalité de ce qui se passe dans l'eau. Ils gèrent leur moment. À vélo, il y a du drafting. Donc, il y a forcément, il y a de la stratégie, forcément, et qui pèse sur la course au-delà de ce que valent chacun intrinsèquement avant la course. Toi, tu as vécu un peu cette évolution du triathlon, cette démocratisation, on va dire, incroyable, quoi. Avant, j'en parlais avec un copain, on disait, ceux qui faisaient du triathlon, c'était des fous. On se disait, Mm. waouh, c'est incroyable. Maintenant, on a l'impression que tout le monde fait du triathlon. Et on voit justement que le circuit se structure avec différentes ligues, donc j'arrive pas à tout saisir. Comment toi, tu vois cette évolution? Donc, tu as un circuit, entre guillemets, fédéral, fédération internationale. Puis, tu as une sorte de circuit pro qui est pas vraiment affilié. Comment tu vois tout ça? Bah, aujourd'hui, en tant que responsable de collectif, je le vois comme la nécessité d'être capable de faire des choix. Parce que, parce qu'à l'échelle d'une saison, il y a beaucoup d'offres de courses, il y a beaucoup de tentations. Et en tout cas, moi, pour les athlètes que je suis, c'est très important de ne pas se disperser et de savoir, de construire sa saison en sachant pourquoi on va sur les courses, ce qu'on va y chercher et comment on construit le gros résultat de l'année. Donc, c'est un vrai challenge pour les athlètes parce que forcément, ils auront envie de tout faire et tout est attirant, mais bon. Mais ouais, tu Voilà. sais, tu regardes sur YouTube, tu as l'impression que ça fait rêver. Alors, je suis moins fan des circuits un peu connectés, des triathlons un peu connectés au bord d'une piscine, tout ça. Là, ça me fait un peu mal au cœur. Je sens que, Ouais. malheureusement, ça va se démocratiser encore. Là, j'ai plus l'impression que c'est trop du triathlon. Ça perd un peu l'esprit. Mais je me dis, bah, ça doit être hyper rémunérateur pour les athlètes, alors que sur le circuit classique, en fait, c'est pas rémunérateur. Donc, ça doit être hyper difficile, tu sais, de choisir, de se dire, je choisis, entre guillemets, pas l'amateurisme, mais de gagner moins pour un objectif sportif. Les meilleurs athlètes, ils resteront toujours sur le circuit championnat du monde parce que c'est quand même rémunérateur et parce que c'est la vitrine pour leurs sponsors. Aujourd'hui, c'est ça que les gens aiment. C'est pas le triathlon, c'est pas. Ouais, c'est vraiment voir les gens en confrontation directe, c'est voir les stratégies avec comment dire, l'aspiration dans les roues. Euh, donc moi, je suis pas trop inquiète. Je sais que les meilleurs triathlètes resteront toujours sur le circuit championnat du monde. Mais est-ce que tu te serais vu faire un triathlon autour d'une piscine sur un tapis et un vélo? Alors, autour d'une piscine, à l'époque, il y avait eu un triathlon indoor à Bordeaux qui avait été super, mais ça tournait sur une piste autour, ben, un petit peu sur le format Liévin, en fait. Et, et j'avais trouvé ça super. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, ce qui est proposé par la Super League, c'est encore autre chose. C'est encore un autre format et je ne crois pas que ça m'aurait plu de courir sur un tapis, personnellement. Tu as vu aussi l'évolution du matériel. Moi, je me souviens des gars qui faisaient le triathlon avant, ils étaient en petit slip maillot de bain, tout ça. Ouais. Aujourd'hui, bah, tu parlais de Zerod, justement, qui équipe beaucoup d'équipes nationales. Euh, Est-ce que le matériel a drastiquement changé la discipline aussi? Oui, enfin, à changer la discipline. Non, aujourd'hui, le matériel est réfléchi dans le sens de la performance. C'est-à-dire, le matériel fait partie des choses à vraiment, sur lesquelles il faut vraiment réfléchir pour optimiser la performance. Il y a le confort, mais il y a aussi, voilà, l'aérodynamisme. Ça, c'est quelque chose qui est déterminant. Est-ce qu'il y a, par exemple, des combien des maillots de bain qui glissent mieux que d'autres, tu vois, des choses qui ont été faites un peu comme en natation à un moment? Ah bah oui, c'est le challenge un petit peu des fabricants de tenues de course, hein. C'est sûr qu'il y a il y a des tissus qui alors il y a des tissus qui sont mieux dans l'eau, après il y a des tissus qui sont plus efficaces sur le vélo. Donc là, faut trouver le meilleur compromis au milieu de tout ça. Mais oui, ça fait partie des pistes de réflexion et des choses que cherchent à optimiser les athlètes. Les casques, la forme des casques, la forme des bidons. L'aérodynamisme voilà, des vélos, enfin tout quoi, les chaussures, et puis Et ouais. les carbone à pied, et puis oui, oui, ça.
Et toi, justement, comment tu vois ça? Moi, extérieurement, je me dis, mais il faudrait mettre, tu sais, une sorte de limite où tu as tout le monde les mêmes chaussures carbone, ou tout le monde la même combinaison, tu vois. Et là, j'ai l'impression que certains sont peut-être plus avantagés que d'autres par le matériel, sans trop le savoir. Tu sais, c'est un peu une course à l'armement, mais un peu discrète, tu vois, sans trop de maîtrise, quoi. Bah, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire, on n'est pas le seul sport où ça arrive, Bien sûr, non, c'est mais comme c'est de ça, manière quoi. générale, bien C'est-à-dire que sûr. les marques, ouais, les marques, elles développent des produits. Alors après, c'est sûr qu'en tant qu'entraîneur, moi, quand j'ai commencé à voir arriver les carbones, ouais, j'étais pas super contente, quoi, parce que forcément, en fonction de la biomécanique des athlètes, c'est plus ou moins confortable, ça peut plus ou moins, enfin, voilà, il y a eu des blessures à un moment donné, on s'est interrogé si c'était pas lié à ça. Enfin, je me suis dit, tain, ça vient un petit peu biaiser les résultats, donc c'est pas cool, quoi. Et puis surtout, comment dire, j'alertais bien les athlètes sur l'importance de rester sur des chaussures classiques pour faire les séances parce que voilà, c'est pas le travail n'est pas le même avec les carbones. Ouais, ouais, c'est une course à l'armement qui fait un peu mal au cœur. On sait pas trop où ça va s'arrêter, comment ça va Ouais, dénaturer. bah. Aujourd'hui, c'est quoi ton rôle? Est-ce que tu entraînes toujours sur le terrain? Non, j'ai arrêté depuis novembre 2022. Qu'est-ce qui fait que t'as arrêté? Hem, j'ai arrêté parce que, Léonie et Cassandre, qui étaient les 2 athlètes que je continuais à accompagner, ont fait des choix de comment dire? Des choix de lieux d'entraînement géographiques différents. Cassandre, elle a voulu rejoindre, son copain à Loughborough et donc voilà, elle vivait pas très bien la séparation, donc elle a souhaité le rejoindre et Léonie, elle aussi pour des raisons perso, voulait rejoindre, la Côte d'Azur. Donc les choses se sont fait comme ça. Moi enfin voilà, je les ai accompagnés dans ce choix-là. Enfin moi j'ai aucun problème avec ça et c'était aussi un moment dans ma carrière où je me disais bon sur le rôle de responsable de collectif olympique, il y a de plus en plus de choses à faire et c'est le moment aussi que j'y sois à 100%. Donc en fait les choses se sont fait assez naturellement et puis bah, le fait que je sois responsable de collectif, finalement, je restais proche d'elle. Et bon, je pense que ça nous rassurait toutes les trois aussi. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement, en fait, un peu comme ma fin de carrière. C'est un peu, voilà, il y a eu un concours de choses qui ont fait que ça s'est fait comme ça. Est-ce que ça te manque pas d'entraîner? Euh, j'adore le terrain, c'est clair. Je suis contente d'aller sur les courses, de me retrouver avec les athlètes. Euh, mais je suis aussi contente de l'évolution de mon job aujourd'hui et voilà de ce que je fais, de l'accompagnement que j'essaye de donner au binôme coach-athlète. C'est une autre façon d'envisager la performance. J'essaye en fait d'apporter le regard extérieur et puis d'apporter des éléments aux coachs et aux athlètes qui permettraient sur certaines fois où il y a des petits blocages, des petites interrogations de continuer d'avancer et voilà, c'est chouette aussi, j'aime bien. Ouais, je vois, donc t'es plus dans le management aujourd'hui, quoi. Des Ouais, c'est ça. individus. C'est Exactement. ça. J'essaye d'optimiser tout le système autour de l'athlète en fait. T'as l'air en forme. Est-ce que tu continues à t'entraîner un petit peu? Ouais, Ouais, j'allais dire, je t'as l'air en forme et je c'est cours et rare. je fais du vélo. Beaucoup arrêtent et je vois que t'es en forme, donc je me dis, tu t'entraînes toujours. Ouais. Oui, je pense que c'est important enfin, c'est important pour moi dans mon équilibre voilà, d'avoir, c'est aussi des moments où je brainstorm. Souvent, je pars courir et puis, en fait, des fois, je fais un tour et je me souviens même pas des endroits où je suis passée parce que pendant tout le temps où je cours, je réfléchis à plein de trucs et souvent quand je rentre, j'ai plein d'idées qui sortent. Donc c'est un moment où je décompresse, mais aussi ça peut être aussi un moment où je réfléchis à des choses et il y a des idées qui me viennent. Donc ça fait partie de mon équilibre, ouais, c'est important. Et donc ça veut dire que tu fais encore un peu du triathlon, tu nages, tu cours, tu fais du vélo? Ah non, Non. non, non, Qu'est-ce que tu fais alors? non. Je vais au plus rapide, Tu cours c'est-à-dire que alors? je cours, voilà.
Et je fais du vélo. Alors là, ça fait un moment que je suis pas sortie pour en faire en extérieur. La dernière sortie extérieure que j'ai fait, c'est quand mes nièces qui font maintenant du triathlon sont passées chez moi. Ils m'ont demandé d'aller faire la sortie vélo avec elles. Donc je me suis dit, il faut quand même pas que je me détende, faut que je continue à rouler. Mais ouais, je cours et je roule essentiellement. Quelle était la place de la musculation dans ta génération? Est-ce que, parce que j'ai l'impression que ça s'est popularisé maintenant, voilà, il n'y a plus trop de débat, mais toi, est-ce que tu faisais quand même de la muscu? Est-ce que c'était populaire ou un peu mal vu? Non, moi j'en ai fait quand j'étais athlète. Quand je suis passée avec Brett Sutton, il y en avait pas du tout. Euh, et après, quand j'ai entraîné, il y en avait. Ouais, il y avait de la musculation. Moi, j'ai toujours considéré que ouais, que c'était une partie importante. Alors après, il y a musculation et musculation. Là, c'est pareil, hein. Il y a des besoins différents pour les athlètes et il y a des choses individuellement intéressantes à aller chercher. Ouais, j'ai l'impression que la musculation, c'est un peu comme l'alimentation, c'est qu'on met du temps à prendre conscience que finalement, bien fait, ça va aider, quoi. Ça va réduire un peu ton Ouais. risque de blessure, tu vas être un peu plus solide. Mais on ne sait pas pourquoi certains athlètes ne veulent pas en faire, quoi, dans les sports d'endurance un peu. Parce que c'est pas du vélo, c'est pas de la course à pied, c'est pas de la natation. Donc pour beaucoup d'athlètes, c'est la séance en plus en fait. C'est un entraînement en plus, alors qu'en fait, non, c'est un entraînement qui fait partie c'est une séance en elle-même qui pourrait être une séance course à pied, une séance vélo, mais ça aussi sur le carnet d'entraînement, c'est pas de la natation, c'est pas du vélo, c'est pas de la course à pied, donc pour certains, c'est un peu difficile. Et puis, là encore, je pense qu'il faut être vraiment bien accompagné. Moi, c'est jamais moi qui ai fait les séances de musculation parce que je considère que c'est un métier et que j'avais pas les qualifications nécessaires pour le faire. Donc, faut que ce soit vraiment bien fait, bien encadré parce que ça peut aussi être dangereux. Ouais, ouais, tu peux vite, tu peux vite faire n'importe quoi, te faire mal. Et est-ce qu'il y a des sujets dans ta carrière d'athlète ou même d'entraîneur que tu aurais voulu creuser et que tu n'as pas pu creuser ou tu n'as pas eu le temps de creuser? Tu vois, par exemple, Pascal me parlait beaucoup à la fin d'hypnose. Il adorait les préférences motrices, tout ça. Et donc, tu vois, sur l'hypnose, il avait pas encore pu faire. Est-ce que toi, il y a des sujets un peu comme ça? Bah, le sujet déclic pour moi qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses, ça a été les préférences motrices. C'est sûr que cette espèce de norme technique dans laquelle on essaye de nous mettre, enfin, on a essayé de nous mettre, en tout cas, ça a été une vraie révélation pour moi. Euh, et j'ai compris beaucoup de choses à ce moment-là. Et ça m'a aidé dans mon boulot d'entraîneur. Après, aujourd'hui, c'est vrai que, bah, un peu comme Pascal, je creuse pas mal de choses pour essayer de travailler sur la gestion du stress, la gestion des émotions. Alors, je sais qu'il y a certains psys qui aiment pas qu'on parle de gestion des émotions, mais en fait, voilà, arriver en fait, c'est creuser pour essayer de trouver tout ce qui peut permettre à l'athlète d'arriver le jour J à 100% de ses moyens. Et là, le champ est vaste. Il y a beaucoup de choses. C'est hyper intéressant, mais voilà, ce sont les choses que je creuse en ce moment et que je trouve super intéressantes. Ouais, c'est intéressant cette histoire de préférence motrice parce que à chaque fois on te donne le conseil, il faut courir à telle cadence, il faut poser ton pied comme ci. Et en fait, j'ai cette sensation que notre corps, justement par rapport à tout ce que tu disais, si tu t'écoutes, apprends à te connaître, fais les choses comme il devrait le faire. Tu Ça. vois, c'est un peu naturel. Ouais. Et des fois, on essaie de contrarier parce qu'on sait pas, donc on connaît pas trop les préférences motrices, donc on contrarie et on voit que ça va pas, mais on se force et toute sa vie on peut se contrarier au lieu d'aller dans son truc, quoi. Ouais, c'est un peu ça, c'est clair. Bah, moi, c'est clairement ce que j'ai vécu quand j'étais athlète. On me voulait me faire courir sur la pointe des pieds, mais je n'y arrivais pas. C'était un enfer. Alors qu'en fait, c'était une grosse erreur. C'était une grosse erreur. Et est-ce que tu remarques que les athlètes justement s'organisent un peu naturellement en fonction de leurs préférences? Ou il y en a quand même qui ont entendu, ah non, faut faire comme ci, puis qui se forcent. Oui, non, je sens que c'est passé de mode cette idée de vouloir courir comme un tel ou comme un tel. Les athlètes aujourd'hui, bah voilà, acceptent la technique qu'ils ont, qui est directement liée à voilà leur morphotype, et voilà, ils acceptent leur biomécanique. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui pose plus trop de problèmes. J'arrive au bout de mes questions, Stéphanie. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Des sujets que je souhaitais aborder. Non, on a quand même balayé bien large.
Est-ce que tu as un livre sur un sujet autour de l'entraînement à recommander? Vu que tu es ouvert sur plein de sujets, peut-être un livre que je ne connais Un pas livre à qui va m'aider. recommander? Bah, moi, je lis pas mal de bouquins, ouais, autour de tout ce qui est prépa mentale et tout. Alors après, je veux pas orienter vers un plus qu'un autre, mais c'est assez diversifié en fait. J'aime pas m'enfermer dans la théorie. Ça, c'est quelque chose. Je me suis toujours dit en fait, être entraîneur. Quand t'es entraîneur, il Se faut pas cloisonner? s'enfermer dans la théorie. Il faut vraiment tâter, essayer. Alors c'est sûr, faut aller dans la théorie, il faut lire des livres, faut faut aller voir. Maintenant, c'est vrai, on a accès à plein de choses. Comment dire, Yann Lemeur fait des Bien petites sûr. fiches sur différents thèmes que je trouve très bien faites parce qu'on peut aller chercher des choses et s'en inspirer. Mais moi, je sais que je me suis toujours refusée à rentrer dans une théorie et que je me suis toujours dit, il faut que tu prennes un peu de tout et que tu construises ton modèle par rapport à ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que je m'applique et si je devais conseiller à un entraîneur qui commence, ça serait vraiment, bah, en fait, on construit notre expérience et il faut essayer les choses. Il faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Faut pas s'enfermer dans les théories en se disant que si on fait comme ça marchera forcément. Faut juste apprendre à connaître. En fait, c'est que de la relation humaine. Faut apprendre à connaître son athlète, apprendre à connaître ses besoins, être bien au clair sur les, comment dire, son sport, ce que son sport, le comprendre, l'analyser et essayer de construire l'entraînement qui permettra à cet athlète-là d'être performant. C'est une excellente phrase de fin, je trouve. Voilà. Je te remercie grandement de ton temps, c'était super. J'espère que tu as passé également un Merci. bon moment, mais tu avais le sourire, donc je pense que ça va. Ouais, ouais, très bien. Et puis je peux te laisser te vaquer à tes occupations. Merci. En tout cas, Bonne c'était journée. super. Et puis bah, je suis les aventures de loin. Donc Ok. j'espère le meilleur pour cet été. Oui, on espère On tous. espère, On va croiser on les croise les doigts, mais doigts. c'est pas une question de croiser les doigts, mais c'est une question d'entraînement et puis d'y aller et de tout le reste autour, comme tu l'as bien dit. Ouais, En tout cas, ouais. ouais, c'était vraiment cool. Donc bah, merci à toi et Ok, puis cool. peut-être au plaisir. Sait-on jamais. Tu es où? Attends, tu es basé sur Paris? Ouais. Montpellier. Ah, t'es au soleil! Ah, bah, Oui. je suis souvent vers le Gros du Roi, donc sait-on jamais un coup. Ah oui. Je passe voir la piste d'entraînement. Ouais, avec plaisir. Sait-on jamais. Je viendrai faire un petit tour, voir comment ça va trop vite. Ok. Ça marche. Bah, en tout cas, merci encore Stéphanie, et puis bah, passe une bonne journée, Merci. bon débrief et que la force est avec toi. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.